Merci Madame la Directrice Générale de cette présentation de Montpellier très flatteuse, mais qui renvoie beaucoup à l'action que nous menons. Et je veux associer à ma prise de parole Clara Hart, qui est vice-présidente à mes côtés. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à mon ami François Rebsamen pour son invitation, son engagement, son souci de partage. Remercier Monsieur le député cher Julien Laferrière de nous inviter dans cette salle si bien nommée Lamartine et de tenir ces travaux. Vous saluez tous et toutes en vos grades, qualités et fonctions. M'excuser de ne pas avoir pu assister ce matin aux travaux, mais j'ai été également très enrichi par les propos des uns et des autres. Et je veux vous le dire, cher Benedetta Odo, profondément touché par votre témoignage qui, je crois, pour tous ceux qui vous ont entendu, nous obligera à agir différemment ou plus résolument. Effectivement, Montpellier est une ville qui veut exister dans sa diplomatie des villes et dans le champ international. Elle le fait avec un héritage que je voudrais ici évoquer, qui est la tradition des jumelages en France, mais avec une singularité peut-être, c'est que le jumelage entre Montpellier et la ville allemande de Heidelberg a été le fruit de l'engagement de jeunes de la société civile qui ont monté un accord de coopération et d'amitié en 1950, c'est-à-dire 5 ans après la fin du terrible conflit qui déchira l'Europe, en voulant faire la paix. Et il n'est pas venu, et ce sont ensuite les maires qui ont ratifié cet accord, qui est devenu un accord de jumelage. Et ça a donné à notre ville, à nos villes, pardonne-moi cher François, ce titre, nous sommes les seuls à l'avoir, le prix de Gaulle Adenauer de l'amitié franco-allemande, par la force de cette coopération. Et cela a fait positionner notre territoire dans une habitude de travail sur ces enjeux, génération après génération. Il est une évidence de coopérer avec nos amis allemands et de faire vivre ce jumelage. Mais depuis notre élection, le mot crise est revenu de manière régulière et notre engagement de ce point de vue a été total et change, je crois, l'approche de nos territoires. La crise de Kaboul et la chute de son aéroport que nous avons tous en mémoire. Et à ce moment-là, ces images faisaient que les maires que nous étions, cher François, moi-même et d'autres, mobilisés pour essayer d'organiser les conditions d'accueil, comme si nous étions la logistique du dernier kilomètre, comme du temps du Covid, pour prendre en charge les populations, pour accueillir. Je me vois dans une cellule de crise à la mairie. Quelle résidence étudiante disponible? Quel logement pouvons-nous mobiliser? Comment pouvons-nous accueillir? Nous le faisions alors qu'il n'y avait plus de collectivités territoriales avec lesquelles nous dialoguons, mais nous étions là en partenariat avec la dimension nationale d'un pays et d'un continent, l'Europe, qui souhaitait accompagner les réfugiés, ou y compris dans la mémoire de nos villes, certains soldats étaient tombés dans le cadre des opérations que notre armée a pu conduire. Crise ukrainienne, évidemment, où là encore, nous avons accueilli, mais il n'y avait pas de jumelage ou de lien avec des villes d'Ukraine. Nous-mêmes, à Montpellier, cher Claire, nous étions jumelés avec une ville russe. Mais nous avons voulu répondre présent, comme d'autres, pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Et là encore, nous avons été, d'une certaine manière, la logistique du dernier kilomètre, mais pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que nous avons été portés par nos habitants respectifs qui, viscéralement attachés à la démocratie et à la paix en Europe, ont considéré comme important de se mobiliser. Et nous nous souvenons tous, dans nos villes, voir ces colis déposés et être obligés d'assurer la logistique en disant ce qui est nécessaire de ce qui est futile. Et donc un rôle logistique pour contribuer collectivement à défendre nos valeurs. Évidemment, le drame de Beyrouth nous avait émus et là a été un profond révélateur de la force de nos diasporas qui présentent, disaient aidez-nous et nous aidons et ont joué un lien.
Et ça me permet ici de faire une incise, sans doute peut-être pour mieux regarder par nos relations extérieures la chance qu'il y a dans nos villes d'avoir des diasporas. Moi, je n'ai qu'une nationalité. Je n'ai pas la chance d'en avoir deux. Mais je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire que des gens puissent ressentir deux attaches, deux ports, deux lieux où ils ont des racines. Parce que ça fortifie le port où ils vivent et celui auquel ils ont des liens. Et donc, nous voyons que, à plein d'égards, nous sommes mobilisés soit en attente de ce que l'État peut décider, ce que nous sentons juste, je vais y venir, la paix, et l'existence dans nos villes de diaspora. Et puis notre diplomatie des villes ou notre engagement des villes permet aussi d'agir sur notre propre gouvernement. Ce n'est pas que descendant. Et je veux ici prendre une question, je crois savoir que son Excellence l'ambassadrice de France en Arménie était là, mais la situation de l'Aksar, la situation qui a été tue alors que la présidente de la Commission européenne négociait le gaz azéri pour la sécurité en Europe, nous devions être présents pour soutenir, manifester et exprimer notre soutien au peuple arménien et par la pression dans nos villes. Et c'est ici un drapeau, c'est là un rassemblement, c'est des manifestations avec des contacts. Eh bien, nous essayons aussi, parce que nous sommes une opinion publique, de pouvoir agir et faire pression pour que notre gouvernement soit fidèle à nos valeurs, c'est-à-dire la défense de l'intégrité territoriale des peuples tels qu'ils ont été définis par les traités internationaux. Diplomatie des villes aussi pour Montpellier, où depuis quelque temps nous nous tournons de manière très forte vers l'Afrique. Parce que l'année dernière, le président de la République française, Emmanuel Macron, a choisi Montpellier pour accueillir un sommet d'une configuration différente de ceux que nous avons pu vivre. Un sommet Afrique-France tourné exclusivement sur les sociétés civiles. Je peux vous dire que pour moi, ce fut un choc. Je le dis tel quel. Parce que quand nous avons accueilli ce sommet, et que, comme tout bon maire qui se respecte, d'avoir un événement international dans sa ville, on en est heureux, parce qu'on se tourne vers les autres, parce qu'évidemment, ça participe au rayonnement. Nous avons pu voir combien la société civile montpelliéraine était déjà en plein partenariat avec l'Afrique. Que ce soit le monde académique, que ce soit la vitalité des diasporas, que ce soit les étudiants qui sont passés dans nos villes et des ponts qu'ils ont pu nouer. Et cet événement fut un catalyseur et une prise de conscience que nous devions à la fois fertiliser cette relation pour l'accélérer et pour lui donner davantage de force et nouer du partenariat. Et dans cet esprit, évidemment, accord sur l'eau, Mauritanie, mais au mois d'octobre, à Montpellier, une biennale qu'on appelle Europa Africa ou Africa Europa, qui se veut une invitation aux scènes d'artistes des villes d'Afrique. Alors j'ai bien noté les villes en pleine croissance d'échelle moyenne, enfin, on pense évidemment à Lagos, mais c'est la liste, et qui montre cette vitalité artistique, intellectuelle, économique. Et de faire de Montpellier, pendant une dizaine de jours, un point de dialogue entre les sociétés civiles. Et voilà comment on peut mener ici un engagement. Il se passe pour d'autres. Mais je voudrais vous raconter une anecdote, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très puissant. Pas de négociation sur les principes. Quand nous avons accueilli le nouveau sommet Afrique-France, j'ai eu l'immense honneur d'être aux côtés du chef de l'État dans un temps avec un certain nombre de personnalités du continent africain. Et il y avait en face du chef de l'État le docteur Denis Mukwege, qui était là, à côté d'Achille Membe, d'un certain nombre d'intellectuels. Et le docteur Mukwege prend la parole au bout d'une heure et quart de discussion, où on a évidemment parlé de la relation entre l'Afrique et la France. Je dis évidemment, pardon. Oui, si. Évidemment, etc.
Et il prend la parole avec une voix extrêmement calme et basse. Et il s'adresse ainsi à nous, et il dit « Ne négligez jamais ou n'abandonnez jamais sur la question des droits humains ». J'ai été très saisi de cette interpellation, parce qu'il nous renvoyait finalement à des moments de relativisme qui peuvent être les nôtres, parce que la géopolitique des États la commande. J'évoquais le gaz azéri tout à l'heure, mais tant d'autres situations. Et je crois que s'il m'est donné la possibilité de conclure, ou en tout cas de contribuer à la conclusion, à la perspective, il nous faut affirmer ceci, c'est que le temps de la diplomatie des villes est résolument venu. Il existe, mais résolument venu, pour contribuer aux 4 défis du siècle. Le premier, c'est assurément le défi de promouvoir la valeur démocratique. 20% de l'humanité, vous l'avez dit tout à l'heure, vivent sans État. Et 20% de l'humanité vit en démocratie. Mais il y a, dans les autres pays qui ne connaissent pas la valeur démocratique, des communautés locales, des collectivités territoriales, ou plutôt des citoyens qui habitent là, qui sont des combattants de la démocratie, parce qu'ils en ont les ressorts et la connaissance, et donc qui aspirent à ce que nous tournions vers eux, ou qui aspirent à être accompagnés. Ce sont les solidarités, de coopération, de partenariat que nous pouvons mettre. Le second défi, il apparaît évident, contribuer à la paix. Il a été beaucoup évoqué ici, ce matin, ou tout à l'heure par mon ami Stéphane Troussel, par exemple la Palestine. Est-ce qu'il nous faut avoir une position unilatérale? Des fois, nous sommes sommés par certains de nos habitants de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ma réponse est la suivante. J'essaye de faire au mieux. Et donc, d'accompagner au dialogue entre éloignés, entre des étudiants qui viennent des universités israéliennes et des étudiants des universités palestiniennes. Et nous sommes des territoires qui peuvent favoriser ce dialogue-là, tout en ayant des accords de coopération pour espérer fertiliser la paix. Défi de la paix, évidemment, en Europe, défi de la paix dans tant d'endroits du monde, comme en RDC, où la paix civile est menacée. Troisième défi, et je crois que c'est pour ça qu'il faut être résolument dans la diplomatie des villes, c'est le défi écologique. Ce que vous avez dit, professeur, sur Trump, nous avons beaucoup de villes américaines ou d'États américains qui se sont tournés vers des villes européennes pour dire, pas en mon nom, et surtout continuons la coopération. Et ce défi écologique, comment peut-il être relevé? Par un dialogue entre nos territoires, pour partager les expériences, pour échanger nos ingénieurs et nos techniciens. Nous avons, nous, dans le sud de la France, un défi immense en ce moment qui est celui de l'eau. Eh bien, je peux vous dire que je regarde avec beaucoup d'intérêt les territoires qui pratiquent les techniques de réutilisation des eaux usées. Je crois que jamais on n'aurait pu imaginer qu'un maire prononce ici ce propos. Mais nous avons besoin de savoir comment les autres font pour pouvoir faire, tant nous sommes Montpellier et Béziers, Perpignan, tout l'arc méditerranéen, assurément confronté à ce défi. Diplomatie des villes, enfin, pour la dignité humaine, l'accès à l'éducation et à la culture. Et là, il y a un mot qui me semble devoir dominer. C'est celui de partenariat qui doit remplacer celui de coopération. Je crois que d'ailleurs la Commission européenne a plutôt fait le choix du terme partenariat que de coopération, et cela me semble une bonne chose. Diplomatie pour la dignité, pour favoriser la mobilité entre les universitaires, les chercheurs, les artistes, mais aussi œuvrer à la mobilité de la jeunesse, pour qu'elle se comprenne mutuellement. Et c'est ici que nous pouvons jouer un rôle pour accompagner la dignité humaine, et vous voyez que je ne veux pas utiliser le mot ancien à mes yeux de développement,
mais pour être un facteur de progrès.